Ce jour 30 septembre, un jour faste ou néfaste en tous les cas, ce jour restera gravé dans l'histoire du Burkina Faso. Ce jour-là, en 2022, un jeune capitaine sorti de nulle part s'accaparait du pouvoir au motif que le chef d'État d'alors, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'était démarqué de l'idéal de départ, la sauvegarde et la restauration de l'intégrité du territoire national. Un an plus tard, quel bilan? Le temps l'aurait-il donné raison? Quel est l'état de la nation en ce moment sur le plan sécuritaire, politique et économique? Clé de lecture dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et pour le regard critique sur ce sujet d'intérêt national, je suis en compagnie de 4 panélistes. D'abord, Adama Sigiré. Monsieur Sigiré est écrivain professionnel et observateur de la scène politique. Bonjour, Monsieur Sigiré. Merci beaucoup, bonjour. Je suis aussi coordinateur national de l'Assemblement des intelligents pour la souveraineté de l'Afrique. Merci pour la précision. Là-bas, Labidi est également parmi nous sur ce plateau. Monsieur Labidi est le président de Observateurs sans frontières. Bonjour, Monsieur Labidi. Oui, le Naba Labidi. Naba, ouais. Bonjour, Monsieur Dabira, et bonjour à tous les téléspectateurs de TVZ Africa. Amadou Ahmed Tchombiano, le président du collectif des Amis du Faso, prendra certainement le train en cours de marche. Et dernier invité sur ce plateau, M. Bourema Dissa Nyoumou. M. Nyoumou est le chargé de communication du PPS. Bonjour, M. Nyoumou. Bonjour, Magloire. Bonjour aux téléspectateurs de la télé du peuple. Merci d'être passé sur ce plateau. Et pour commencer, nous allons donc vous replonger dans la journée du 29 septembre 2022, car c'est ce jour-là que tout a commencé. Le film des événements et a abouti justement à la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. C'est dans cet élément qui porte la signature de Karim Banda. Tout est parti de Bobo Dioulasso le jeudi 29 septembre 2022. Les commerçants de cette ville ont battu le pavé pour exprimer leur ras-le-bol face à la gestion chaotique de la crise sécuritaire par le pouvoir d'Amiba. Les manifestants exigeaient la démission du président de la transition. Une manifestation réprimée à coups de fouet par un groupe de jeunes se réclamant pro-MPSR. Cette sortie faisait suite à l'attaque du convoi humanitaire entre Djibo et Bourzanga le 26 septembre 2022 et qui avait fait plusieurs morts, des blessés et des personnes portées disparues. Il n'en a pas fallu plus pour que le jour suivant, soit le 30 septembre, les Ouagalais se réveillent sous le crépitement d'armes lourdes. S'en est suivi une journée presque morte, silencieuse, sans explication sinon, avec des rumeurs faisant état d'un mouvement d'humeur entre un groupe militaire et le chef de l'État. Pendant ce temps, au centre-ville, les rues sont barricadées, des blindés de l'armée occupent certains axes stratégiques, la télévision nationale est coupée et bouclée par des hommes armés. Aux environs de 13h-14h, les tirs s'intensifient dans la zone présidentielle de Ouaga 2000, puis au camp Babassi. Les choses vont alors se préciser peu à peu, il s'agirait d'un coup d'État. Mais la tension est vive au sein de l'élite militaire. Il a fallu attendre 20 heures pour voir sur le plateau de la télévision nationale un groupe de militaires annonçant la prise du pouvoir. Le gouvernement est dissous, l'Assemblée législative de transition est dissoute, la charte de la transition est suspendue, les frontières terrestres et aériennes sont fermées, un couvre-feu est instauré jusqu'à nouvel ordre. Dans leur communiqué, les militaires justifient la prise du pouvoir par une trahison de leur idéal commun de départ par le désormais ex-président. Selon eux, il était uniquement question lors du coup d'État du 24 janvier de restaurer l'intégrité du territoire national et rien de plus. Les événements s'enchaînent après cette sortie à la télévision nationale. Un mouvement de militaires est signalé à Cambouissin. Dans le ciel, un hélicoptère tourne. Il en vient même à tirer à balles réelles dans certains quartiers. L'information court, il s'agirait d'une intervention de l'armée française et les forces spéciales restées fidèles au pouvoir déchu. Les populations sont dans la panique, la tension monte au sein de l'armée, le risque d'affrontement est réel. Dans la foulée, un groupe de militaires fait une déclaration à la télévision nationale. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait réfugié au sein de la base française à Cambouissin en mesure de planifier une contre-offensive.
Une information qui déclenche la colère des populations. L'Institut français de Bobo Dioulasso, l'ambassade française à Ouagadougou sont attaqués par les populations. Les rues sont bondées de monde. Les putschistes bénéficient désormais du soutien populaire. Damiba, qualifié de pro-français, doit partir. La France aussi. Les drapeaux russes flottent en l'air. C'est une insurrection presque partout dans le pays. La journée du samedi est restée chaude, la nuit tendue. Et c'est finalement le dimanche 2 octobre que la crise se dénoue. L'unité Cobra, les forces spéciales et l'armée de l'air qui étaient à 2 doigts de s'affronter trouvent enfin un terrain d'entente grâce à la médiation de la fêtière des communautés religieuses et coutumières. Le président Paul-Henri Sandaogo Damiba signe finalement sa démission à la grande satisfaction des populations. Tout est clair, le capitaine Ibrahim Traoré est désormais le patron du MPSR2. Sa priorité, le ravitaillement des zones en manque de vivres et la sécurisation de l'intégrité du territoire national. Le récit des événements ayant donc abouti à la prise de pouvoir du capitaine Traoré, les choses sont donc allées très vite. Ce qui s'apparentait justement à un mouvement d'humeur a fini donc par être un coup d'État, au motif que le chef d'État de l'alors, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, aurait donc trahi l'idéal de départ. Je vais commencer par vous, monsieur Sigiré. Est-ce qu'on voyait déjà venir la chute du lieutenant-colonel en son temps? Oui, merci beaucoup, monsieur Dabira. Oui, est-ce qu'on voyait venir la suite du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba? Personnellement, je dirais oui. Parce que moi, ça ne m'a pas surpris. Je crois que j'étais dans un groupe WhatsApp, je crois que c'était vers le 14 et le 15 septembre, et je leur ai dit que Damiba ne pourrait pas tenir encore pendant 2 mois. Alors, quand j'ai dit ça, il a tenu seulement 2 semaines. On m'a demandé pourquoi. J'ai dit non, moi je suis un cartésien, j'ai utilisé la logique. Chez mon domaine, ce n'est pas pour me vanter, mais à travers la logique, on peut faire des prévisions. On n'a pas besoin des études de sable, moi je ne touche pas de sable. Voilà, mais je suis un cartésien, donc ça me permet de faire certaines prévisions. Alors, c'est regrettable ce qui s'est passé parce que nous avons énormément perdu du temps. La venue de Damiba, je crois, a été une grosse erreur dans l'histoire du Burkina Faso. Une grosse erreur, je l'ai dit, je l'assume. Dès que Damiba est arrivé au pouvoir, 2 mois après, moi j'ai su que c'est un monsieur qui ne va pas durer au pouvoir. J'ai su que ce monsieur-là, parce qu'il allait à l'encontre de la marche de l'histoire. Damiba, je crois, c'est un homme qui n'est pas avisé. Je ne dirais pas qu'il n'est pas intelligent, mais en tout cas, c'est un homme vraiment qui n'avait pratiquement rien, qui n'a pas de leadership pour assurer, pour être à la présidence d'un pays, surtout en ce moment crucial, en ce moment de fort défi à relever. Voilà pourquoi je dis que Damiba, c'était vraiment une grosse erreur. Donc, son départ le 30 septembre était prévisible. Était prévisible. En tout cas, mon niveau était prévisible. De toute façon, j'avais prévu depuis juillet que Damiba ne pouvait pas tenir à la tête de ce pays-là en cette période de crise. En cette période de crise, Labidi Naba, est-ce que c'est le même regard que vous portez sur cette actualité-là et le 30 septembre 2022? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Oui, vous savez que le 22 janvier 2022, quand le lieutenant-colonel Damiba prenait le pouvoir avec notamment ses camarades, dont le capitaine Ibrahim Traoré, toute l'équipe du MPSR2 là, qu'on ne connaissait pas véritablement, ça donnait de l'engouement à tout le peuple burkinabé. Personnellement, quand j'ai suivi le premier discours du capitaine, disons du lieutenant-colonel, je me suis dit, tiens, enfin, nous allons rentrer dans la dynamique de refondation de notre pays. Et c'est cette dynamique qui permet véritablement d'opérer une lutte sérieuse contre l'impérialisme, contre les terroristes. Ce n'est qu'une tentacule aboutie de l'impérialisme, le terrorisme. Et donc, cette refondation, c'est quoi? C'est d'opérer déjà des ruptures. Donc, cet espoir était là, mais 3 choses. 3 choses ont présagé la chute du régime Damiba. La première chose, au second discours, il dit qu'ils ne sont pas dans une dynamique révolutionnaire. Cette phrase intruse dans un discours solennel venait montrer au peuple burkinabé
que... Alors que le peuple s'attendait à une révolution. Mais bien sûr, au Burkina de Thomas Sankara, un militaire qui est au sommet de l'État, pour réussir, et que ce soit un civil d'ailleurs, on ne peut pas réussir une bonne gouvernance, réussir au sommet de l'État si on n'opère pas les mêmes transformations que Thomas Sankara a tracées comme sillon, si on ne rentre pas dans ces canaux-là pour poursuivre le travail. On ne peut pas. La deuxième chose, c'est que très rapidement, la seconde chose, c'est qu'il augmente les salaires des ministres. Et ce qui a fini par parachever ça, c'est justement la venue de l'ancien président Blaise Compaoré et contre les règles judiciaires et contre notre appareil judiciaire. Notre appareil judiciaire. Alors, Monsieur Nyoumou, je viens à vous cette fois-ci. On a vu dans le reportage, il y a eu des tirs par moment, et on sait, d'après les informations qu'on a eues, il y a eu des tirs au niveau donc du domicile du président du PPS. Alors, au niveau du PPS, comment on a vécu ces journées-là? Merci beaucoup, Monsieur Davira. Mais avant de me jeter à l'eau, je voudrais d'abord avoir une pensée pieuse pour le docteur Aruna Louré. Et ma pensée, c'est aussi pour remercier l'équipe d'encadrement qui l'encadre sur le terrain, qui lui ont permis naturellement de rentrer en contact au moins avec sa famille pour assurer sa famille. On va certainement y revenir. Merci à toute l'équipe qui l'encadre sur le terrain et courage à lui. Et ensuite, je ne saurais peut-être me pencher sur le bilan de l'an 1 du MPSR 2 sans avoir à m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes de cette guerre qui nous est imposée par je ne sais qui, toutes les victimes de Yirgou, de Seitenga, de Barani, de Kumbri, et je ne sais où on ne peut pas tout citer. On implore le Seigneur pour que leur âme repose en paix. Alors, pour ce qui est donc de la question à moi adressée, comment le PPS a vécu ça? Effectivement, le président du PPS, le samedi 1er octobre, il y a eu des tirs chez lui. À la surprise générale de tout le monde, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Vous n'avez rien compris? J'ai été sur les lieux moi-même pour observer ce qui s'est passé, mais c'était vraiment catastrophique. C'est l'occasion pour moi, en tout cas, de l'encourager davantage à tenir son flambeau de patriote. C'est un coup qui est venu comme ça par hasard? Oui, on n'a véritablement pas compris ce qui s'est passé pour que son domicile soit ciblé et à partir des airs pour être presque criblé de balles. J'ai été sur le terrain et certains de vos collègues ont dû faire le reportage aussi là-bas. Alors, M. Chombiano, revenons sur le cours des événements et abouti justement à la prise de pouvoir du capitaine Traoré. Comment est-ce que vous avez vécu ces événements et est-ce qu'on voyait venir justement la chute du lieutenant-colonel en son temps? Bon, d'accord. Voir venir la chute du lieutenant-colonel, je veux d'abord dire que lorsque ce militaire est arrivé au pouvoir, l'espoir était... Il avait suscité l'espoir en tout Burkinabé. Cet espoir-là est dû au fait que le pays est agressé par l'idée terroriste. On n'était pas, en ce moment-là, trop ancré sur le problème d'impérialisme, de néocolonialisme. Parce que le régime Kaboré, le président Roch-Marc Kaboré, ayant échoué, je dis bien ayant échoué entre guillemets, le peuple s'attendait à un sauveur, à quelqu'un qui va venir nous aider à sortir de ce bourbier-là, parce que nous n'avons perdu que trop de vies. Nous sommes endeuillés sur tout le territoire national. Et chaque fois, ça se répète, pendant 7 ans. Et donc, on attendait un sauveur. Mais lorsque Damiba est venu, sa venue même déjà, beaucoup ont compris que c'était par l'aide de la France. Parce que déjà, sur les réseaux sociaux, il y a des gens, il y a des panafricanistes, depuis l'Europe, qui déjà avaient commencé à nous dire la trajectoire des avions français et de la manière que les choses se préparaient pour le push de Damiba. Donc, on a compris quelque part qu'il était sous la tutelle de la France. Mais, comme je disais, à l'époque déjà, on n'était pas trop ancré sur ce problème d'impérialisme-là, de néocolonialisme. Mais on attendait un sauveur.
c'est le cursus de Damiba, pendant le pouvoir, qui a amené le peuple à se dire non, nous nous sommes trompés de cheval. Parce que le cheval qu'on attendait pour pouvoir galoper là, pour nous amener vers de nouveaux horizons, c'est pas ce cheval-là. Et donc déjà, il perdait cette passion qu'il avait suscitée, cette dynamique-là, qui était réveillée au lendemain du coup d'État. Puisque si vous vous rappelez, sur la place de la Nation, il y avait foule, les gens vraiment soutenaient, les gens étaient sortis massivement. Mais cette foule-là, ce monde qu'il avait, que le président Ibrahim Traoré a aujourd'hui, Damiba a rapidement perdu cette foule-là. Ce peuple-là s'est rapidement retiré. Donc, lorsque le coup d'État de Ibrahim Traoré est intervenu, j'ai dit coup d'État aussi entre guillemets, parce que ce n'est pas Ibrahim Traoré qui a monté la chose avec ses amis, mais c'est le peuple qui a imposé Ibrahim Traoré. C'est le coup d'État du peuple. Non, ça va susciter. Non, pour vous dire. Ce qu'on peut retenir, c'est que le MPSR perdait en cote de popularité et que le capitaine a fait le coup pour rectifier. Oui, le capitaine a fait le coup pour dire que, le lieutenant-colonel n'allait pas dans le sens de départ. Le capitaine a fait le coup. Le capitaine a expliqué lorsqu'il a rencontré la société civile et les politiciens. Il a expliqué un peu son parcours en tant que militaire sur le champ de bataille. Il a donné un peu les raisons fondamentales, convainquant le peuple à ce que vraiment on puisse aller à ce pouvoir-là. Mais il faut le dire, il est vraiment parvenu à ce pouvoir avec la contribution du peuple. Mais aujourd'hui, il faut être satisfait, personnellement, que nous voyons qu'il y a une avancée dans ce combat contre le terrorisme. Le bilan, on va y revenir très rapidement. Alors vous avez dit quelque chose de très très intéressant. Oui. Avant de venir à vous, c'est le peuple qui a installé le capitaine au pouvoir. J'ai vu que Nyoumou voulait réagir là-dessus. Bon, avant même de réagir sur ce point, je n'ai pas eu le temps de réagir par rapport à la chute de Damiba. Il y avait quelques ingrédients qui avaient été réunis quand même pour voir la chute venir. Le premier indicateur, c'était le débarquement du général Semporé, qui a entraîné, après la visite au Niger, le général Semporé a été débarqué et un remaniement à la sauvette du gouvernement. Ensuite, les discours que le président Damiba a tenus aux États-Unis, qui montraient clairement que, qu'il fusillait les efforts des uns et des autres. Et le dernier indicateur, c'était son discours à Dori, où il mettait tout le monde à dos. Tout le monde est responsable, l'armée et tout, il fustigeait tout le monde. Bon, mais la chose était claire, la chute de Damiba devait être naturelle. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas à l'origine d'une organisation, c'est normal que tu ne maîtrises pas les aspirations de cette organisation. Il faut le dire clairement, Damiba n'était pas à l'origine du MPSR. C'était les clair. Les vrais propriétaires du MPSR sont venus prendre leurs choses. C'est pour ça qu'ils ne maîtrisaient pas les tenants et les aboutissants du MPSR. Voilà pourquoi les gens ont vu clairement qu'ils quittaient les idéaux. Donc, bon, maintenant, pour ce qui est du peuple à installer le président, c'est peut-être l'occasion pour moi de revisiter ma position. Sur ce plateau, j'ai toujours défendu que les jeunes capitaines, quand ils sont venus de Kaya, ils n'avaient pas besoin du peuple pour prendre le pouvoir. J'ai toujours été opposé à Fabrice Ouedraogo, un des commentateurs, et aussi au prince Kwanda, qui passe parfois sur votre plateau ici. J'étais dans la même posture que l'actuel Premier ministre. Nous n'avions jamais été d'accord que c'est les organisations de la société civile et le peuple qui aient donné le pouvoir aux jeunes capitaines. Mais je n'ai pas terminé, M. Tomiano. Permettez-moi de terminer mon raisonnement. Mais à la faveur du grand entretien d'hier du président, moi-même je m'incline et je dois des excuses à Fabrice et à Kwanda. Le président a dit que c'est le peuple qui a voulu qu'il soit au pouvoir. Exactement. Donc moi-même, je suis d'accord maintenant. Si le président lui-même il dit la chose là, c'est le peuple qui nous a donné, moi-même je reste que c'est le peuple. Dernière réaction par rapport à M. Sidibé. Excusez-moi. Il faut mettre l'ordre. Voilà, on n'est pas dans réagir par rapport à ce sujet. Allez-y, M. Sidibé. Donc, merci beaucoup. Non, pour revenir un peu à l'échec de Damiba, moi personnellement, je n'applaudis jamais un coup d'État. De par mon expérience, moi je n'applaudis jamais un coup d'État. Je me rappelle le 22 janvier 2022, moi j'ai travaillé sereinement dans mon cabinet quand
Damiba prenait le pouvoir, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Voilà, parce que de nature, moi, quand les gens prennent un coup d'État, moi, je n'applaudis pas. J'attends de voir ce que moi j'appelle la ligne politique. C'est vrai que personnellement, j'ai critiqué le régime de Roch Marc Christian Kaboré. Je n'ai jamais compris pourquoi les Burkinabés ont remplacé Blaise Compaoré par Roch Kaboré. Ça a été la plus grosse erreur de notre histoire. Je n'ai jamais compris ça. J'ai toujours dénoncé ça. J'ai trouvé que c'est absurde de remplacer, de prendre Roch Kaboré pour mettre après avoir cherché Blaise Compaoré. Moi, je n'ai jamais compris ça jusqu'à aujourd'hui. Mais quand Damiba aussi venait, moi, je suis resté timoré. Je n'étais peut-être pas mécontent, je n'étais pas aussi content parce que moi, de par mon expérience, les militaires, quand ils arrivent au pouvoir, ils ne font pas toujours mieux que les civils. De toute façon, ils ne sont pas formés même pour gérer les affaires de l'État. Donc, quand un groupe de militaires arrive au pouvoir, moi, je n'applaudis pas. Parce que de par mon expérience, l'expérience a montré que les militaires ne font pas mieux que les civils. Même si on estime souvent que c'est une structure bien organisée. Maintenant, quand Damiba est arrivé au pouvoir, je suis resté plus ou moins timoré. 2 mois après, 1 mois après, juste après, quand Damiba a fait d'abord même l'élaboration de la charte de la transition, quand j'ai pris la charte, j'ai lu, je voyais qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans la charte. Ce qui m'a convaincu que Damiba était sur la mauvaise voie, c'est quand il a formé son gouvernement. Quand Damiba a formé son gouvernement, moi j'ai vu 2 ou 3 têtes là-bas, j'ai su que ce monsieur n'est pas venu pour faire la guerre, pour la conquête du territoire, mais il est venu pour faire la politique. Donc, c'est pour dire que Damiba avait pris toutes les options pour échouer. Et je crois que 2 ou 3 mois après, moi, j'ai fait un écrit pour dire à Damiba que la voie sur laquelle il est, c'est la mauvaise voie. Et s'il ne prend pas une autre voie, il va échouer. Ce qui est regrettable aussi chez les hommes comme Damiba, c'est qu'ils sont des hommes un peu bornés, qui n'écoutent pas, qui n'analysent pas, qui n'ont pas une lecture rationnelle. M'excusez peut-être, voilà. Mais c'est la triste réalité aussi. Ce sont des gens qui ne sont pas assez cartésiens, qui n'ont pas une lecture rationnelle sur le plan politique. Et généralement, même quand ces gens de personnes vont à leur perte, ils ne savent pas qu'ils vont à leur perte. Donc toutes les conditions étaient réunies, voilà, pour que Damiba échoue. Maintenant, pour revenir à Honorable Youmou, par rapport à l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, quand le capitaine dit que c'est la volonté du peuple, non, le coup d'État d'abord a été fait par un groupe d'officiers. Comme je suis parfaitement d'accord quand ils disent que en fait, les vrais propriétaires du MPSR sont venus prendre les choses. Puis en réalité, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, le capitaine Yabré, c'est eux qui ont fait le premier coup d'État le 22 janvier en réalité. Ils ont cherché Damiba pour placer. Ils ont vu que Damiba n'allait pas dans leur ligne idéologique. Effectivement, 8 mois après, ils ont rectifié et puis ils ont pris leurs choses. Mais le 30 septembre, effectivement, c'est le capitaine Traoré et ses amis qui ont fait le coup d'État. Maintenant, pourquoi le capitaine Traoré est resté au pouvoir jusqu'à aujourd'hui? Là, il faut reconnaître vraiment que c'est la volonté du peuple. Parce que quand il a pris le pouvoir, dans les officines politiques, on manigançait surtout pour que ça soit une transition civile. Il y a beaucoup de gens qui voulaient une transition civile. Mais là, il faut reconnaître que c'est le peuple qui a imposé sa volonté parce que le peuple voulait que le capitaine Ibrahim Traoré soit le président. Parce que dès sa première sortie, dès sa première prise de parole, il a montré des signes qui prouvaient que ce jeune-là était un grand leader. Et hier soir encore, moi, je l'écoutais. Le capitaine Ibrahim Traoré, on peut lui reprocher tout. Mais ce monsieur est un grand leader, certainement avec ses défauts, mais son leadership ne souffre pas de débat. Alors, le grand entretien, on va y revenir dans quelques détails. Alors, à suivre un deuxième élément dans cette édition spéciale, c'est comment le citoyen lambda a vécu donc les événements du 30 et dans un micro-trottoir. Ça nous rappelle vraiment, à ce jour, je dormais, c'est environ de 3 heures, aux environs de 3 heures, j'entendais des coups de fusil vers le camp Babassi. Et je me suis réveillé, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, bon, je n'avais pas de nouvelles. Et bon, c'est aux environs du matin, c'était un matin, bon. Je partais composer un concours et je voyais que l'environnement même était un peu bizarre. Je sentais que voilà, il y a quelque chose qui passait, bon, mais on n'avait pas totalement l'information de ce qui s'est passé. Voilà, c'est aux environs de 10 heures que voilà, on a vu que c'est un coup d'État. C'est le capitaine M. Traoré qui est venu au pouvoir par un coup d'État. Je me rappelle très bien de ce jour parce que j'étais sur le terrain. Voilà, un jeune président qui montre patte blanche avec un discours poignant, pointu, qui en tout cas convainc en tout cas les gens, de par la parole, les actes également. Voilà, il est dans les deux parce que positivement la sécurité en tout cas se rétablit. Pour moi, 99% de la sécurité est là. Une date
l'MPSR 2 a pris sa révolte, il a pris le pays parce qu'il voit que le MPSR 1 ne s'exerçait pas bien ce qu'ils avaient dit de faire. Donc il a essayé de coopérer pour pouvoir prendre ses responsabilités. Ce qui a amené le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Donc en tout cas ça a été un jour que les Burkinabés ont connu la vérité parce qu'Ibrahim est venu instaurer des règles. Il est venu avec ses principes aussi pour faire étendre, pour faire venir la paix, pour que la paix revienne au groupe. Des propos recueillis par notre reporter Omar Kiemtouri. Alors, nous allons rentrer justement dans le vif du sujet, le bilan qui va commencer déjà par donc, le volet sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, on peut noter quelques acquis, notamment l'acquisition d'armement. Tout le monde l'a suivi. Le capitaine a réussi également à faire comprendre aux Burkinabés qu'ils peuvent compter sur leurs propres forces. Plus de 50 000 VDP sont engagés désormais au combat. On peut noter également le départ de la force française de l'opération Sabre et la signature de la charte de l'Alliance des États du Sahel. Mais ce qui est donc de la reconquête du territoire national, on est donc dans le flou. Dans le grand entretien du président hier, le chef de l'État n'a pas donné des indicateurs, un taux concret donc de reconquête du territoire national. Quel commentaire on en fait sur ce plateau? Je commence par vous, Nabal Abidi. Vous avez certainement suivi le grand entretien du chef de l'État. Au moins pour un an, c'était l'heure d'un bilan. On aurait quand même pu donner des chiffres par rapport à la reconquête du territoire national. Oui, effectivement, nous avons suivi comme tous les Burkinabés ce grand entretien où le chef de l'État, comme à l'accoutumée, dans une certaine sincérité et une certaine franchise, a répondu sans embâche à toutes les questions des journalistes. Sur le plan militaire, en termes de bilan, il faut dire que beaucoup de choses sont notables. Et si nous attendons que ce soit du chef de l'État un exposé statistique chiffré, non, pas un exposé. Le Premier ministre l'a dit par moment, nous étions à 60% de la reconquête du territoire. Là, on est à l'heure du bilan, on aurait pu nous dire que nous sommes à 80 ou 90. Oui, vous savez, il y a une réalité dans cette lutte contre le terrorisme. Et en matière de communication, il faut justement adapter les choses au contexte. Et même quand le Premier ministre a dit à l'Assemblée nationale qu'on était à 60% de la reconquête du territoire, vous avez vu ce que ça donnait comme justement polémique au sein de la population. Cela veut dire que la reconquête du territoire est d'abord une chose pragmatique. C'est quelque chose de factuel. Aujourd'hui, au plan militaire, il y a véritablement des efforts qui ont été engrangés en termes de logistique, en termes de stratégie, et aussi notre armée est de plus en plus en offensive. Et pour ceux qui sont dans les confins de ce Burkina-là, vivent la réalité en fait de la reconquête du territoire. Vous avez vu par exemple Kombri. Donc je veux tout simplement dire que du discours du Premier ministre à celui du chef de l'État hier, il est notable que en termes de restauration de notre territoire, la courbe est encore montante. Ça, c'est une perception mais on n'a pas de précision. Peut-être que c'est la courbe est descendante aussi, on n'en sait rien. Non, les départements habilités pourront exposer à ce niveau. Mais là, c'était un devoir de redevabilité. À un an, c'était l'heure du bilan. Alors, M. Sigiri, quel commentaire vous en faites? Est-ce qu'on n'avait pas droit? La prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, c'est l'insécurité. C'est le fait que la guerre n'avançait pas avec le lieutenant-colonel Damiba. Donc, si le plan de la lutte contre le terrorisme du capitaine Ibrahim Traoré n'a pas de résultat,
tout ce qu'il fait ne saurait être justifié ou bien ne saurait être apprécié positivement. Mais revenons au plan de la lutte contre le terrorisme. Le capitaine Ibrahim Traoré a-t-il des résultats ou pas? J'ai dit oui, il a des résultats. Pourquoi? La première chose est que depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, une chose est sûre, nous ne sommes plus dans la défensive, nous sommes dans l'offensive. Il a eu le recrutement massif des VDP et même des militaires. On a pu vraiment acheter des armes et même les drones sont rentrés, les vecteurs aériens sont rentrés dans la guerre. À ce niveau, il n'y a pas de débat. Les militaires sont au front et partout il y a des terroristes, nos militaires essaient de les traquer. Avant, c'était plus ou moins ce qu'on appelait des casernes, des détachements qui étaient là limités, qui ne pouvaient même pas se mouvoir à un rayon de 50 km. J'avais des amis qui étaient dans les détachements, j'avais plusieurs jeunes militaires qui étaient là-bas et qui me donnaient des informations, même si je ne les révélais pas au grand public. Aujourd'hui, à tous les niveaux, quand les jeunes rentrent en contact avec vous, ils vous disent nous sommes sur le terrain, nous avons des armes, et nous allons à l'offensive. Si on nous dit que les terroristes sont de l'autre côté, nous allons. Ça, c'est une évidence. Et j'avoue que la guerre a pris un autre tournage. C'est clair, c'est clair et net. Les Burkinabés l'ont constaté également. Les Burkinabés l'ont constaté. À moins qu'on ne soit de mauvaise foi, mais il faut quand même saisir de ces genres d'occasions pour donner beaucoup plus d'assurance au Burkina, même par rapport aux VDP qui auraient regagné leur zone d'origine. Le Conseil du ministre du 20... Non, au PDI, les personnes déplacées internes, ont regagné leur zone. Au Conseil des ministres du 20 septembre, on peut le dire par exemple. On l'a annoncé, plus de 191 000 personnes ont regagné leur zone d'origine. Et on peut le dire, il y a des chiffres. Quand vous prenez par exemple Kumbri, qui est chez moi, c'est depuis 2021 que la zone a été délaissée. Les touristes même ont eu à jurer que personne ne mettra pied encore dans la commune de Kumbri. Les soldats, ils sont arrivés à Kumbri. Quand ils sont arrivés, certainement, il y a eu une attaque. Moi, je savais que ça n'allait pas être un match de gala. Ils ont été attaqués, mais les soldats sont restés. Et aujourd'hui, ils ont pu reconquérir la zone. Ils sont en train de se battre pour stabiliser la zone. Donc, les résultats sont palpables. Maintenant, j'avoue que nous ne sommes pas très satisfaits parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire. Et moi, je n'ai pas vraiment de données chiffrées ici pour vous dire ici. Et honnêtement, j'avoue que j'aurais voulu qu'en un an, on puisse faire mieux que cela. Mais je vous dis aussi qu'une guerre vieille, longue de 8 ans, ce n'est pas en un an qu'on peut finir définitivement avec cette guerre-là. Donc, pour me résumer, sur le plan sécuritaire, j'avoue vraiment que le capitaine Ibrahim Traoré, depuis son arrivée, a des résultats tangibles, il a des résultats palpables. Mais je reste aussi sur ma soif parce que je ne suis pas totalement satisfait. J'aurais voulu aujourd'hui qu'on puisse peut-être dire qu'on a pu reconquérir 80 voire 90% du territoire, mais nous ne sommes pas à ce niveau-là. Mais vu les efforts qui sont engagés, et surtout n'oubliez pas que nous avons vécu de nos difficultés. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes ont vécu de nos difficultés. Il y a eu beaucoup de sabotage, il y a eu beaucoup de gens qui font tout pour que ça ne marche pas. Et malgré toute cette adversité, j'avoue que les efforts sont palpables. Moi, je reste optimiste. Ce n'est pas pour louer le pouvoir, et moi, je ne suis pas un griot. Voilà, et je reste optimiste et je suis sûr que si l'on continue comme ça, dans les mois à venir, je pourrais vraiment convenir à bout de ce phénomène terroriste. Alors, M. Nyoumou, quel est le regard critique que vous portez sur les réponses données par le chef d'État au grand entretien hier par rapport aux acquis de la crise sécuritaire? Bon, merci Magloire. Bon, moi j'ai écouté et suivi le grand entretien. Bon, je voudrais d'abord apporter un regard critique sur la forme. Sur la forme. Ouais, une fois de plus, le président il s'est adonné à son exercice favori. C'est l'exercice intellectuel, naturellement. Voilà. Mais cette fois-ci, ce que les médias nous ont livré, il y avait quand même quelques erreurs de communication dans ce qu'ils nous ont livré. Parce que c'est vrai que c'est une diffusion, c'était pas indirect, mais même dans le montage, il y avait des erreurs. Non, mais on va pas rentrer dans les aspects techniques. Non, je ne suis pas dans les aspects techniques, je ne suis pas spécialiste des médias. C'est ce que j'ai observé, que j'ai dit. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder l'entretien, il y a des parties qui sont coupées. Il y a des parties où les paroles ne se terminent pas. Vous pouvez aller regarder avec moi. Donc, bon, ça c'est vous les médias, ça c'est pas le président. J'ai dit le président, lui, il a fait son exercice favori. Il aime bien manier la langue de Molière. Donc c'est aussi ça qu'il a fait. Mais contrairement à ce que Sigrid dit, le président a donné quelques chiffres. Le président a dit quand ils arrivaient, le Burkina n'avait même pas 200 Kalachnikov dans les soutes. Aujourd'hui, on a 10 000 fois plus que ça. Ça fait 2 millions de Kalachnikov dans les soutes. C'est quand même énorme en termes d'acquisition. Parlant le chiffre. En termes d'acquisition. Donc, je dis quand même ça, c'est un chiffre important. Le président a donné un autre chiffre qui est très important. Mais Kumbri, on ne pouvait pas aller, c'est chez l'écrivain professionnel. Aujourd'hui, on peut aller se balader là-bas.
Mais le président a dit mieux que ça. Le président a dit qu'on peut partir partout. Il n'y a pas un endroit au Burkina où on ne peut pas aller. Mais il a redit dans son explication, il a dit, s'il advenait qu'on a conquis le terrain à 100%, voilà, on va toujours escorter les convois parce qu'il faut protéger les itinéraires. C'est aussi ça. Tout ça, c'est des chiffres. Donc, il ne faut pas faire comme si le président, dans son allocution, n'a pas donné des chiffres. Il a donné des chiffres. Mais il faut aussi tenir compte de beaucoup de choses qu'il a dites qu'on aurait dû peut-être réserver. Pour moi, même si le chiffre de 200 Kalachnikov aujourd'hui s'est livré au public, bon, c'est quand même, moi-même, ça me révolte. Ça me révolte parce que je fais partie des députés de la 7e législature qui a voté la loi de programmation militaire qui donnait énormément d'argent à l'armée. Si aujourd'hui, en 2022, le capitaine arrive et trouve dans les soutes 200 Kalachnikov, sinon moins de 200 Kalachnikov, ben, l'armée doit rendre compte au peuple pour tout l'argent qu'on leur a donné. Ça aussi, c'est quand même un minimum. On doit faire des audits à quelque part. Oui, moi je n'étais pas pour l'audit externe de l'armée, mais pour l'audit interne de l'armée. Voilà, c'est aussi ça. Mais l'armée doit rendre compte au peuple. Pour si c'est le capitaine lui-même qui donne cette information, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc il faut tenir compte de ces aspects. Mais pour moi, en termes de gestion administrative, l'administration étant la continuité, je ne pense pas que c'était nécessaire aussi de livrer ses prédécesseurs comme ça. Parce que moi-même qui faisais partie de ceux qui ont voté cette loi, je ne suis pas content. J'imagine ce que le peuple doit faire. Parce que c'est quelque chose d'assez constant. C'est comme dans ses habitudes, il parle sans langue de bois. Oui, il parle sans langue de bois, mais c'est ce qu'on veut déjà. Ah, c'est ce que vous voulez. Mais on veut toute la vérité. Non, c'est une vérité qui doit être livrée. Et votre révolte est légitime. D'autant plus que la révolte de nous autres, du peuple, est aussi légitime. Donc c'est une raison d'ailleurs de débarquer ces gens-là. Et M. Tchombiano, réaction par rapport à cette sortie-là, ce grand entretien par rapport au bilan sur la crise sécuritaire? Bon, disons que moi, personnellement, le bilan, la sortie du président m'a encore réconforté. Je suis optimiste, je reste toujours optimiste. Je ne suis pas pressé d'engranger des résultats du jour au lendemain. Parce que cette guerre-là, ça fait 8 ans que nous la faisons. Nous savons aujourd'hui qui est l'ennemi, comment se comporte l'ennemi. Et donc, il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas chercher à duper les gens pour dire qu'en un an, on devrait finir avec cette guerre-là. Il ne faut pas qu'on suive certaines trajectoires. C'est un travail de longue haleine. Parce que l'ennemi habite avec nous. Et l'ennemi même est avec nous. Il est au sein de nos familles. Vous ne pouvez jamais savoir qui va se lever aller faire quoi. Donc, c'est vraiment une lutte de longue haleine. Le président peut dire, il peut donner un chiffre de 80% de reconquête du territoire national. Beaucoup vont croire qu'effectivement c'est le cas. D'autres vont dire non, c'est faux, ce n'est pas du tout le cas. Parce que chacun vit la réalité à son niveau, au niveau de sa propre cellule. Donc, moi je dis, tout ce qui a été fait depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré au perchoir de notre pays, à la tête de notre pays, il a engagé beaucoup de bons résultats. Côté militaire, 200 Kalachnikov, je suppose que ça a été un chef qui l'a donné comme ça. Mais c'est quelqu'un qui est venu, qui a équipé, qui est venu, qui a équipé. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, parce que le temps de parole là, je constate, il faut, non, laissez quand même que je parle aussi. Parce que je constate qu'il y a des uns qui ont la latitude de s'exprimer et tout, et les autres, bon, alors que nous sommes tous quand même des invités. Exactement. Voilà, il n'y a pas quand même de différence entre les gens. Très clairement. Vraiment, notre constitution, en son premier article, est quand même stupide. Monsieur Tchombiano, alors donc je suppose que il a eu à avancer des propos, mais le constat est que, avec le président Ibrahim Traoré, nous avons engagé du matériel important, tant au niveau des véhicules roulants, des blindés, tant au niveau des vecteurs aériens, tant au niveau du renseignement. Parce qu'il fut un moment, au temps de Roch, même de Damiba, le renseignement était quand même un peu difficile. Mais avec lui, nous avons le renseignement nécessaire qui permettent aux vecteurs de poursuivre et de détruire des bases terroristes. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'homme qui est à la tête du Burkina Faso, au pouvoir, ce n'est pas le fait que ce soit un civil ou un militaire. Moi, personnellement. Parce que quand lui disait tantôt que le militaire n'est pas fait mieux que les civils, je dis aussi que les civils ne sont pas fait mieux que les militaires. Parce que nous sommes tous des hommes, des humains. Nous vivons tous les réalités. C'est une question d'engagement, d'avoir la conviction à ce qu'on veut faire, d'avoir la foi en soi-même d'abord et en ce qu'on veut apporter au peuple. Et le capitaine Ibrahim Traoré est en train de démontrer
qu'il est vraiment au service de son peuple. C'est ça d'abord le plus important. Mais lorsqu'il a dit que lui, il a été étonné que le président Roch prenne le pouvoir après Blaise Compaoré, il a été un peu surpris du choix du peuple, mais il s'agit du choix du peuple. Le choix du peuple, c'est un choix démocratique. On ne peut pas dire qu'on a été surpris que Roch soit au pouvoir. C'est le peuple qui a fait son choix. Le peuple sait pourquoi il a fait son choix. Parce qu'on est revenu d'abord d'une insurrection. Il ne faut pas l'ignorer. Et l'insurrection, chacun en avait marre de certaines situations. Et donc, lorsque le peuple a voté, c'est parce que Roch, pendant son parcours, il y a eu des manquements. Ce n'est pas forcément l'homme lui-même en tant que tel. Parce que quand on dirige un pays, c'est avec un groupe. Ces manquements, c'est quoi? Ils n'ont pas pu gérer le côté sécuritaire. Il y a eu aussi beaucoup de gabegies dans la fonction, dans l'administration. Tout ça a fait que le pouvoir de Roch a échu. Alors, mais lorsque je vais finir, lorsque j'ai dit que le président Ibrahim a eu l'onction du peuple, qu'il est installé par le peuple, parce que lorsqu'ils ont voulu prendre le pouvoir, c'est vrai que c'est le même MPSR, mais on a failli avoir une guerre interne par rapport à notre armée. Nos armées ont failli se rentrer dedans. Le peuple est sorti, le peuple a accompagné le président Ibrahim Traoré à la télé. On a tout suivi. On a vu comment est-ce que la prise de pouvoir a été. Donc, si le président lui-même, dans son allocution hier, a été reconnaissant par rapport au peuple, il faut vraiment reconnaître que vraiment, quelque part, le peuple a beaucoup contribué. Cette reconnaissance du peuple-là, de l'apport du peuple, il ne faut pas l'ignorer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même le coup d'État que nous avons échappé avant-hier, le peuple est sorti de façon spontanée, par milliers, pour dire non, nous sommes avec notre homme, parce que c'est lui qui fait notre affaire. Ce coup d'État manqué, on va l'évoquer à un moment donné. Alors M. Sigiré, le chef de l'État a dit quelque chose aussi qui a suscité des commentaires. C'est la deuxième fois qu'il dit que nous sommes à l'introduction de cette guerre. Quels commentaires vous en faites personnellement? Oui, le chef de l'État dit que nous sommes à l'introduction de cette guerre parce que plus les jours passent, plus nous constatons qu'effectivement la guerre prend une autre tournure. Plus les jours passent, plus nous constatons que nous partons plus à l'offensive, nous gagnons plus du matériel, nous gagnons plus de l'équipement, nous faisons des réaménagements même au sein de l'armée. Quand vous voyez les régions militaires, il y a beaucoup de réaménagements qui sont faits. Donc moi je pense que quand le chef de l'État dit que nous sommes à l'introduction de cette guerre, ce n'est pas pour dire qu'on vient de commencer, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses encore qui vont venir. C'est pour dire qu'il y a encore du matériel qui va venir, c'est pour dire qu'il y a encore de l'équipement, il y a beaucoup d'innovations qui vont se faire pour nous permettre de gagner cette guerre-là. L'autre élément qui a suscité des débats, c'est la question des élections. Il dit que tout Burkinabé doit pouvoir voter, donc il faut reconquérir l'intégralité du territoire national avant de passer aux élections. Est-ce que c'est pas une façon de dire que on ne va pas aller aux élections? Non, c'est pas une façon de dire qu'on ne va pas aller aux élections. Aujourd'hui, les élections, c'est pas une préoccupation. Et moi, je l'ai toujours dit. Les élections, c'est pas une préoccupation. Tous les Burkinabés, effectivement, doivent pouvoir voter. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe d'abord, c'est la reconquête territoriale. Quand on va reconquérir le territoire, on va faire des élections. De par le passé, M. Dabiri, nous avons déjà organisé des élections. Ça donne concrètement quoi? Pourquoi on va se précipiter pour faire les mêmes erreurs? C'est peut-être là où, avec mon ami Tombiano, on n'arrive pas à se comprendre. Parce que eux, il a été élu. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. On peut être élu aussi de façon frauduleuse. On peut distribuer des billets de l'argent pour se faire élu. C'est facile de se faire élu au Burkina Faso. Roch a été élu, ça veut dire quoi? Tout le monde peut se faire élu. Si moi, j'avais les mêmes moyens que Roch Kaboré en 2015 aussi, j'allais me faire élu facilement. Et après. Donc, c'est pour dire que les élections, ce n'est pas une préoccupation. On peut aller très loin. Aujourd'hui, la véritable préoccupation des Burkinabés, c'est la reconquête territoriale. Quand on va reconquérir le territoire, quand on aura la paix, on peut organiser les élections. Nous ne sommes pas pressés pour cela. Alors, Naba Labidi, par rapport à Labidi Naba, vous préférez ça comme ça? Et alors, réaction par rapport à ces deux éléments-là, nous sommes toujours à l'introduction de la guerre. Et la question des élections, des éléments qui ont suscité assez de commentaires. Non, quand j'ai fait la correction à l'introduction, j'ai entendu là-bas. Oui, okay. C'est cette précision qui m'a amené à insister sur Naba. Sinon, c'est pas l'ordre de choses. Alors, sur votre question, il faut dire que il y a un amalgame, si ce n'est même pas une erreur, que beaucoup de Burkinabés font. Et même, je dis, le capitaine Ibrahim Traoré fait, c'est de penser que leur objectif, celui de cette transition, est uniquement de recouvrir le territoire national. Si ce n'est que ça, c'est faire vraiment fausse route. Parce que nous, notre combat qui a démarré depuis l'université, avant qu'il n'y ait de terrorisme là, de terrorisme armé comme nous le voyons, c'était une lutte
contre un terrorisme politique, contre un terrorisme économique, culturel et même social. Mais le C'est MPSR, pourquoi la pression, c'est que non. le MPSR ne dit pas que c'est le seul objectif. On dit que c'est l'objectif majeur parce qu'il y a des réformes qui se font aussi. Je préfère que nous positionnons justement le narratif dans ce sens, de ce que, après le combat, et de façon simultanée, il faut opérer une transformation structurelle profonde de ce pays. C'est ça qui va garantir justement la pérennité de la dynamique. La transition va finir. Je parle souvent à des fonctionnaires, à de hauts fonctionnaires et d'autres qui croisent vraiment les bras, qui sont très attentifs à ce qu'ils font, parce qu'ils me disent, et ils disent à qui veut l'entendre, que non, moi je fais mon travail dans le strict respect de certaines choses, parce qu'après la transition, je ne veux pas être poursuivi. Comme si après la transition, il y aura une inquisition de tous ceux qui ont été là et justement de tous ceux qui ont géré cette transition-là. Je dis non, il y a une dynamique qui est là, que tous les pays, tous les États travaillent justement à opérer en leur sein. C'est-à-dire poser une architecture qui permette une bonne gouvernance. Et c'est cela qui va permettre d'avoir l'homme politique nouveau, d'avoir l'électeur nouveau, qui, même quand on lui brandit des billets de banque ou des sacs de riz, dans l'urne, il sait qu'il convoque non seulement sa conscience personnelle, mais il convoque aussi un choix qui devra justement donner le bien-être à la postérité. Donc, pour les élections, je pense qu'il faut d'abord réussir cette transformation à tous les niveaux avant qu'on enclenche des processus électoraux. Monsieur Nyoumou, par rapport à ces deux éléments qui ont suscité quand même beaucoup de commentaires par rapport à la sortie du président. D'abord, c'est la question des élections et ensuite le fait de dire que nous sommes toujours à l'introduction de la guerre. D'accord. Oui, merci beaucoup, Magloire, parce que je me dis que le président, en disant ça, je vais commencer par la suite de ce que je disais, parce que c'est les chiffres qui montrent qu'on est vraiment à l'introduction. Vous imaginez, s'il faut recruter 11 000 éléments, les former et les mettre sur le terrain. C'est normal qu'un an après, on soit à l'introduction. S'il faut recruter 3000 auxiliaires de gendarmerie, les former et les équiper, c'est normal qu'un an après, on soit à l'introduction. Mais ce qui est mieux dans ce que le président dit, c'est peut-être le fait que c'est un militaire, c'est un fin stratège. Il est obligé de communiquer aussi pour que l'ennemi ne comprenne pas ce qu'il fait. En disant que la guerre à l'introduction, ben écoute, l'ennemi, s'il est naïf, l'ennemi aussi prend comme ça. Parce que voilà que nous, on fait des débats sur l'introduction. Tout le monde se demande, mais il l'introduit depuis 6 mois, il l'introduit depuis 1 an, il ne va pas au développement. Mais c'est aussi peut-être comme ça que l'ennemi prend les choses. Donc pour moi, on peut le laisser dans son langage militaire et dans sa démarche pour ses introductions. Nous, le plus important, ce n'est pas l'introduction, ce n'est pas le développement ni la conclusion. Le plus important pour nous, c'est ce que le président a dit. On peut aller partout. Il n'y a pas un endroit au Burkina où on ne peut pas aller. C'est ça qui est important pour nous. Nous, on est des consommateurs du résultat du travail qu'ils font. Que ce soit l'introduction, ou soit le développement, ou la conclusion. Nous, on est des consommateurs. On arrive à circuler librement. Voilà. Pour ce qui est de la question des élections, bon, je suis quand même d'un parti politique. Le président a dit ouvertement que les élections, ce n'est pas sa priorité. Ben, c'est lui qui avait dit à l'époque qu'il va respecter le calendrier de la CEDEAO. Si aujourd'hui le peuple lui impose autre chose. Mais il a réitéré hier. Oui, il l'a réitéré, mais il a dit clairement aux journalistes que les élections, ce n'est pas sa priorité. On concède avec lui. C'est lui qui dirige le pays aujourd'hui. Il peut décider de ce qu'il veut. Mais il doit tenir compte au moins de la parole qu'il a donnée au peuple. Même si aujourd'hui le peuple décide de changer la direction de la transition, comme certains pensent que la transition doit refonder de façon profonde et de façon structurelle la nation, alors qu'on est convaincu que les délais impartis ne peut pas permettre à la transition de le faire. Mais ça même suscite poser des bases, des jalons. Non, ça, vous savez, le parti qui viendra nous sommes après. Nous sommes en train de nous leurrer sur les questions de poser des bases.
on ne peut pas poser des bases. C'est comme si tu dis, oui, je veux construire une maison, tu dis, bon, c'est bon de faire la fondation et puis après, on se casse. Est-ce que tu auras déjà une maison si tu fais une fondation? Mais c'est toujours bon de faire une bonne fondation quand on veut faire une maison. Mais ce qui est certain, la fondation dont les gens parlent, ce n'est pas possible dans les délais qui sont impartis. Donc ça veut dire que nous, en tant que politiques, ça suscite des inquiétudes. Est-ce que la transition souhaite s'éterniser? Est-ce que bon, c'est peut-être ça. Autant de questions. Voilà. Alors, monsieur Tchombiano, par rapport à ces deux éléments avant. Bon, par rapport à l'introduction, on a tous suivi le discours du président, on a tous compris de notre manière, de notre point de vue. Chacun de nous a analysé selon sa conception des choses. Nous sommes à l'introduction de la guerre, mais pendant ce temps, nous avons des vecteurs aériens qui sont en train de bombarder quotidiennement les terroristes. Nous sommes à l'introduction de la guerre, pendant ce temps, nous avons du matériel important qui est rentré. Nous sommes à l'introduction de la guerre, pendant ce temps, nous avons un nombre important de militaires, nous avons un nombre important de VDP que nous avons recrutés qui sont sur le terrain. Et donc, à chacun de comprendre le langage du président. Moi, je pense que ce n'est pas la peine de se focaliser là-dessus, parce que nous sommes des Burkinabés, nous sommes ceux qui vivons la réalité des choses. Voilà, moi je suppose que le langage là, il faut le comprendre selon la manière que chacun peut comprendre. Maintenant, en ce qui concerne aller aux élections, mais dis donc, on se presse pourquoi? On se presse pourquoi? Allons-y d'abord sur les fondements de la Ve République. Allons-y d'abord sur la réflexion de notre nouvelle constitution. Une constitution qui va prendre en compte le social, qui va prendre en compte les chefs traditionnels, qui va prendre en compte la société burkinabé en tant que telle. Parce que nous avons une constitution qui est calquée sur l'Europe, sur la France. Bon, cette constitution, majoritairement... Il a également évoqué, mais on va y revenir. J'arrive, s'il vous plaît. Cette constitution, il y a beaucoup de travaux profonds à faire dedans. Qu'est-ce que 2 ans, qu'est-ce que 5 ans dans la vie d'une nation? Mais nous sommes pressés pourquoi aller à des élections. Pendant que nous savons que nous sommes en train de traverser des situations difficiles et que nous avons l'opportunité d'avoir quelqu'un qui peut au moins nous aider avec son équipe de pouvoir nous en sortir. La reconquête du territoire national, sécuriser les Burkinabés, ramener la paix au Burkina Faso. Voici des éléments très importants. Celui qui va venir suite aux élections sera confronté à ce même travail-là. Mais autant laisser celui qui est en train de le faire là, qui a l'onction du peuple là, qui puisse le faire de façon à ce que nous puissions tous participer, nous impliquer et réussir. Pour que, en fait, quand on va aux élections, que ceux qui vont venir pour les élections démocratiques puissent trouver un pays stable, même si ce n'est pas stable à 100%, mais un pays quand même où ils pourront dérouler leur programme de gouvernance. On ne peut pas être élu dans un pays où il y a toujours le chaos. Alors, pour finir encore sur cette affaire d'élection, moi j'ai dit, nous sommes tous des Burkinabés. Celui qui va venir de façon démocratique, élu à la tête de ce pays, n'est pas mieux que le militaire qui est là. Moi, je pense que qu'on arrête de toujours épiloguer sur le délai de la CEDEAO. Nous avons vu ce qu'a été la CEDEAO. La CEDEAO est militairement capable. Parce que la CEDEAO nous a démontré qu'avec le coup d'État du Niger, ils peuvent envoyer une armée au Niger pour faire la guerre contre le Niger. Mais la CEDEAO n'a pas été militairement capable de nous aider depuis que nous sommes en train de vivre l'idée terroriste. Alors donc, évitons de toujours nous référer à cette affaire de CEDEAO. Okay. Allons-y sur notre conception propre, sur ce que nous vivons, sur nos réalités propres en tant que Burkinabés, et essayons de nous sortir de ce carcan dans lequel nous sommes. Maintenant, pour finir une dernière fois, sur cette affaire d'introduction, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement que la terroriste que nous avons en face. Nous avons d'autres guerres qui sont en train de pointer du nez. Parce que nous avons eu des menaces, des menaces de déstabilisation qui sont en train de rentrer en action. Alors, donc il y a tout ça que le président, un homme avisé, est en train d'étudier, qui l'amène à dire, voilà ce que nous sommes en train de faire. Parce que quelque part, il faut toujours qu'on se prépare sur les terroristes, mais aussi sur des éventualités qui vont venir contre le pays. Nous allons parler diplomatie et relations extérieures à présent. Quel est l'état de la diplomatie sous le MPSR 2? Est-ce une diplomatie aventurière ou plus éclairée que jamais? Quel est le regard que vous portez, M. Sigiré, sur la dynamique impulsée en ce moment? Merci beaucoup, Damira. Alors, sur le volet élection, je suis parfaitement d'accord avec M. Tchombiano. Je crois qu'il a de profondes réformes à faire. Pas des réformes, même toute une refondation à faire. De toute façon, nous sommes au second tournant fort décisif de notre histoire. Nous avons raté le tournant de 2014. Moi, j'avais dit depuis 2014 qu'il avait une refondation de la nation à faire. Les gens ont refusé. Bon, tout au plus, les hommes politiques ont refusé parce que ce qui les préoccupait, ce sont les élections. Et sans aux élections, nous avons
avons échoué. Cette fois-ci encore, si nous ne faisons rien, si nous ne refondons pas cette nation et que nous organisons des élections en juillet 2024, voilà, en juillet 2024, ça sera encore le même scénario. Alors pourquoi tout un peuple va passer le temps à commettre les mêmes erreurs, comme si nous étions incapables de réfléchir et de nous assumer. Donc le temps est venu pour que les Burkinabés s'assument, ou tout au moins ceux qui ne voudraient pas s'assumer, qu'ils laissent nous autres là qui avons décidé de nous assumer. Là, il y a beaucoup de Burkinabés qui ont décidé de s'assumer en cette période décisive. Sur le plan maintenant de la diplomatie avec la gouvernance du capitaine Traoré, non, ce n'est pas une diplomatie aventurière, c'est plutôt une diplomatie éclairée. Parce que moi j'ai toujours dit que la souveraineté passe d'abord par la souveraineté politique. Il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas de souveraineté politique. Même un homme, même si vous n'êtes pas capable de décider par vous-même, et pour vous-même, et d'assumer ce que votre décision, vous n'êtes pas libre. La première des libertés commence par dire, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Si les gens acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, tant pis pour ceux qui n'acceptent pas. Moi, en tout cas, voilà ce qui m'arrange et voilà ce qui ne m'arrange pas. Sur le plan diplomatique, le problème du Burkina Faso, c'est que le Burkina Faso n'avait même pas de souveraineté sur le plan politique. Pratiquement tout était décidé par la France. C'est la France qui nous dictait ses lois, c'est la France qui nous dictait sa volonté. Si vous avez vu en 2014, pourquoi nous avons échoué, c'est parce que la France a mis la pression pour qu'on organise les élections. Pourquoi? Ce sont les élections qui arrangent la France. Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, nous avons décidé de nous assumer sur le plan politique. Et moi, franchement dit, j'admire cela. Nous avons rompu des accords militaires, nous avons dit certaines choses à l'ambassade de la France. En tout cas, on voit que c'est un peuple sur le plan politique qui a décidé de s'assumer. Nous avons décidé de prendre nos décisions, de voir où nous pouvons aller. Nous avons créé l'Alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger. C'est une décision, c'est une charte à saluer. Et moi, j'avoue que c'est vraiment formidable. Et on peut épiloguer sur ça, hein. Beaucoup de gens peuvent se demander, nous avons décidé de diversifier nos partenaires. Alors que la France n'en voulait même pas. La France voulait être pratiquement la seule partenaire avec qui le Burkina Faso traite. Et même les accords étaient signés de telle sorte que soit vous faites avec la France, soit vous mourrez. Donc avec le jeune capitaine Ibrahim Traoré, on voit vraiment que c'est un jeune très déterminé, très engagé, qui a décidé surtout de combattre l'impérialisme. Et moi vraiment ce qui fait ma fierté aujourd'hui, c'est ça. Je sentais que nous étions comme des enfants. Nous étions si naïfs, des hommes et des femmes âgés qui n'arrivent pas à s'assumer. Nous sommes là en train de courir derrière de l'aide. Le capitaine a décidé de rompre avec tout cela sur le plan diplomatique. D'autres disent que c'est radical. Moi, je dis que non, ce n'est pas radical. C'est une vision politique assumée. Et moi, depuis, ceux qui me suivaient, depuis les années 2014, quand nous avons fait les élections populaires, j'ai même écrit un livre sur cela pour dire, si vous refusez cette voie-là, tôt ou tard, vous allez emprunter cette voie-là. Je pense qu'il y a un petit frère qui est venu, qui a bien compris cela, qui a emprunté cette voie. Et moi, sur le plan diplomatique, je ne peux que saluer cette volonté de souveraineté politique. Après viendra la souveraineté économique, la souveraineté monétaire et d'autres formes de souveraineté. Mais c'est la première des souverainetés, celle politique. C'est donc une grande satisfaction. Alors, Nabal Abidi, regard critique par rapport à la dynamique impulsée sous le MPSR2, sur le plan diplomatique. Oui, sur le plan diplomatique, il faut dire que déjà l'assumation de soi a été un élément fondamental de cette transition pour nous permettre d'engranger justement des résultats au plan de la lutte contre le terrorisme. Tout comme le Mali. Si ces pays ne s'étaient pas assumés en rompant justement certains accords inféodaux, certains accords coloniaux, afin d'aller vers d'autres horizons où ils peuvent avoir justement des partenariats utiles, on n'en serait pas là. Le véritable problème de l'impérialisme dans cette région du Sahel a été justement que les terroristes sont entretenus, les terroristes sont formés, les terroristes sont nourris. Et sont nourris par qui? Le rapport que le Mali a déposé au Conseil de sécurité qui accuse nommément la France et certains dirigeants et responsables français, que cette même France refuse justement qu'on mette sur la table, est un élément clair qui montre qui est le coupable du terrorisme ici. Et donc, quand nos pays avançaient avec la France, mais ça ne pouvait pas nous permettre d'engranger quoi que ce soit. Parce qu'on repérait les groupes terroristes, on voulait justement les neutraliser, pendant que
dans la hiérarchie inféodée, militaire et tout, ils prennent justement le feu vert de la métropole. Et donc, plusieurs fois, on dit non aux soldats qui étaient prêts à en finir avec ces groupes-là, de ne pas agir. Donc, sur le plan diplomatique, il faut dire que le Burkina a trouvé la voie. C'est la voie de tous les pays sérieux, c'est la voie de tous les pays prospères et de tous les pays responsables. Et pour terminer, cette diplomatie doit nous imposer à l'intérieur un travail sérieux, justement de production de richesse. Alors, Monsieur Nyoumou, est-ce que vous êtes d'avis avec Nabal Labidi qui dit que c'est la voie toute trouvée comme ça et la meilleure des solutions en ce moment? Merci Magoula. Bon, écoute, ce que je peux concéder à Labidi et à l'écrivain professionnel, c'est la diversification des partenaires. Mais moi, je retiens toujours que nous devons avoir une diplomatie ferme, mais pas une diplomatie radicale. En ce moment, c'est radical. Je ne suis pas un spécialiste de la diplomatie, mais quand j'écoute et quand je regarde ce qui se passe, je pense qu'il y a quand même un peu d'extrémisme dans notre nouvelle forme de diplomatie. Mais pour moi, en tant que profane de la diplomatie, je pense qu'on devrait rester ferme et nous concentrer sur d'autres chantiers, plutôt que parfois de laisser notre diplomatie frôler même la provocation internationale, puis qui pourrait peut-être nous renvoyer des choses dans notre pays, alors qu'on sait qu'à l'intérieur, il y a des difficultés énormes. Mais y a-t-il des acquis ou pas? Il y a des acquis en termes de diplomatie? Naturellement, j'ai dit bien que la diversification des partenaires est un acquis unanime qu'on peut concéder à tous ceux qui, en tout cas, applaudissent la diplomatie actuelle. Mais j'ai dit, à côté, je suggère ou je pense que parfois nous allons à l'extrême. Et c'est ça, il faut rester modéré, mais ferme sur notre démarche. Peut-être pour certains, comme on est révolté, il faut aller à l'extrême. Bon, ça c'est un choix. Mais pour moi, en termes de diplomatie, il faut peut-être rester modéré, mais ferme sur les choix. Parce que nous savons très bien qu'à chaque fois que nos dirigeants parlent, ils parlent de valets locaux. Donc notre problème, parfois, ne se trouve pas très loin. Le problème se trouve parfois très proche. Donc, la diplomatie de proximité devrait être renforcée. C'est-à-dire, d'abord, au niveau national, qui est la concertation, et dans les pays aux alentours, on devait avoir quand même une proximité. Je voyais un truc sur Facebook, peut-être que c'est un fake news. Quelqu'un qui disait que pour la première fois, on a vu le drapeau du Togo à la place de la nation. Ben, j'ai dit tant mieux. Si nous nous rapprochons du Togo, c'est déjà bon. Pourquoi pas les autres? Mais le président lui-même a évoqué nos relations avec la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose d'assez important. Il est resté modéré parce qu'il dit que des autorités sont sorties et qui ont mal parlé du Burkina. Mais au niveau du Burkina, il n'y a pas eu de réponse officielle. Donc pour moi, c'est ça aussi la diplomatie modérée, mais on reste ferme. Mais bon, de là à aller à l'extrême, bon, ça, moi, je ne pourrais jamais adhérer à ça. Monsieur Chambiano, regard critique par rapport à la diplomatie, force et faiblesse. Bon, d'abord, je salue le nouveau partenariat, les nouveaux partenaires, parce que quand on jette un coup d'œil sur ces partenaires-là, ce sont des pays de référence, ce sont des pays avec lesquels nous avons fait le bon choix. Je regarde d'abord du côté de la Russie, je regarde du côté de la Chine, de la Turquie, je me dis, voici vraiment des pays, certainement l'Iran, voici des pays vraiment avec lesquels nous avons fait un bon choix. Et quand je regarde aussi le côté des BRICS, je me dis encore, voici une bonne ouverture. Donc vraiment, c'est un élan assez important. Mais il faut suivre nos autorités du regard, parce que quelque part, je disais tantôt qu'ils sont des gens avisés. Ils savent ce qu'ils font pour le bien-être du Burkinabé. Quand vous prenez par exemple le cas de la France que nous décrions tous, parce que quand on parle d'impérialisme, de néocolonialisme, etc., c'est de la France qu'on parle. La France, c'est cette France d'Emmanuel Macron, parce que si nous avions affaire à une France de Mitterrand, par exemple, ce ne serait pas les mêmes situations qui allaient se reproduire, parce que ce n'est pas les mêmes intelligences, ce n'est pas les mêmes expériences en matière de diplomatie. Mais vous voyez que, quelque part, notre salut vient d'Emmanuel Macron par rapport à son arrogance, par rapport à ses maladresses qu'il commet chaque fois, et qui fait que les choses vont de mal en pire. Mais de mal en pire pour la France, mais qui sont bien pour nous parce que nous en profitons pour pouvoir aller à notre souveraineté.
Mais en même temps, la France est un partenaire qui restera avec le Burkina Faso. Parce que ce partenaire a déjà, vous voyez que lorsqu'on a décrié le cas de Halal, qu'on ne veut pas de Halal, on n'a pas dit qu'on ne veut pas d'ambassadeur. Donc la France a amené notre ambassadeur selon notre demande. On a dit on ne veut plus d'Halal, amenez notre ambassadeur. Il se trouve que celui qui est venu était un homosexuel. On a dit lui aussi on ne veut pas. Mais on n'a pas dit qu'on ne veut pas d'ambassadeur. Parce que la France aurait pu amener un autre ambassadeur. Alors s'il y a un autre ambassadeur qui est venu de la France, ça veut dire que les relations bilatérales continuent avec la France. Parce que, quelles que soient les circonstances, il y a des domaines avec lesquels on ne peut pas marcher. C'est ce que nous avons dénoncé, qui sont les conventions qui ne nous arrangeaient pas du tout. Nous avons beaucoup dénoncé, nous sommes en train de nous en sortir. Mais je pense qu'avec la France, quelque part, il y a même la monnaie que nous sommes en train de dénoncer toujours, que nous allons nous en sortir, mais il y a quand même des éléments avec lesquels on peut marcher avec la France. Donc ça, c'est le régime démocratique qui va venir par la suite, qui peut peut-être nous travailler dans ce sens-là. Mais pour le moment, ce régime militaire qui est là avec Ibrahim Traoré, c'est un moment d'exception, c'est une révolution, et il faut mettre tout en nu. Et donc, quand il parle, même s'il parle de la Côte d'Ivoire, de ce que les autorités ivoiriennes nous insultent, il faut qu'ils disent tout à la population. Il faut qu'ils n'aient pas la langue de bois, qu'il vraiment, il s'exprime afin que nous sachions tous comment est-ce que nous évoluons. Et c'est par rapport à ça que nous pouvons mieux le soutenir et que nous pouvons mieux l'accompagner. Et mieux l'accompagner voilà comment est-ce que moi je vois et le comprendre. Il faut noter que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire, un coup d'État dans un coup d'État qui s'est voulu un coup de clarification et un coup appelle un coup, comme on a l'habitude de le dire, le 26 septembre dernier. Son pouvoir a juste déjoué un coup d'État qui a fait sortir des Burkinabés dans les artères de la ville de Ouagadougou, et c'était en présence de notre reporter Baba Ayou Diara. Le 27 septembre 2023, Ils ont répondu massivement à l'appel. Ce sont des milliers de jeunes venus des quatre coins de la ville de Ouagadougou pour dire non à la déstabilisation du régime de la transition. Jeunes, hommes et femmes et même les personnes du troisième âge, tous étaient mobilisés pour désamorcer le plan fallacieux des supposés comploteurs. Le rond-point du capitaine Ibrahim Traoré ainsi que celui de l'hôpital Yalgado, tous étaient noirs de monde. Cette forte mobilisation prouve une fois de plus que le peuple burkinabé est aujourd'hui uni et déterminé, tel les fourmires magnats pour soutenir l'idéologie du capitaine Ibrahim Traoré. Ce qui est arrivé au capitaine Thomas Sankara, c'est fini et ça ne va plus se reproduire. C'est fini et ça ne va plus se reproduire. Aujourd'hui, vous avez remarqué que toutes les rues de la ville de Ouagadougou sont sorties pour dire non à cette déstabilisation. Nous sommes sortis aujourd'hui, vous voyez, il y a des vieilles, il y a des vieux, il y a des enfants, il y a des jeunes qui sont sortis pour dire non à la déstabilisation de la nation. Tous ceux qui ont osé tenter à cette déstabilisation, nous allons les arrêter. Tous ceux qui ont osé, nous allons tenter à même attraper jusqu'à leur dernière famille. Personne ne doit tomber. Si Dieu le veut, il n'arrivera rien au capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes de tout cœur avec lui. Malheur à toute personne, qu'elle soit noire ou blanche, qui voudra faire un coup d'État à Ibrahim Traoré. Nous les femmes, nous sommes avec notre frère, notre fils. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes là ce soir parce qu'il y a eu une tentative de coup d'État par des militaires prostitués. Nous sommes venus pour témoigner cette mobilisation générale, pour dire que nous sommes ralliés derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que c'est l'homme du moment. C'est le moment. Parce que c'est le politicien Zamé Ilégalé. Vouloir toucher au jeune capitaine Ibrahim Traoré, c'est comme toucher à une fourmière. C'est le refrain que les manifestants reprenaient encore au rond-point des Nations Unies. À bas les ennemis de la nation. À bas les ennemis de la nation. Rastafari. Alors, nous on est là ce soir
Parce que c'est notre avenir qui est en menace. Les ennemis qui veulent déstabiliser IB avec le gouvernement, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes les ennemis de ce pays. Vous avez massacré Thomas Sankara. Les Burkinabés ont tellement pleuré. Dieu a envoyé un sauveur, qui est capitaine Ibrahim Traoré, qui est un envoyé de Djia. Et puis les ennemis veulent le tuer. Nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Donc, à part les ennemis. Gare à celui qui va toucher à un seul chevet de nos éléments. Nous sommes là pour la veille citoyenne. Nous sommes prêts à mourir au niveau du rond-point de la place d'Ibrahim Traoré. Voilà un président digne, le digne fils de l'Afrique, je ne dirais pas le digne fils du Burkina, le digne fils de l'Afrique. Les valeurs locaux se lèvent encore en complicité avec des fils et filles du pays, y compris la France bien sûr, pour déstabiliser notre peuple, pour déstabiliser le pouvoir. Nous disons non, le peuple est sorti encore comme un seul homme pour défendre les intérêts de la nation. La patrie ou la mort! À 22h, une unité de patrouille des militaires au retour de sa mission a été interceptée par les manifestants. Ils réclamaient la tête de ceux qui ont voulu déstabiliser le pouvoir. Et c'est finalement à 0 heure que les militaires ont pu rallier les bases après plusieurs tentatives de négociation. Alors, retour sur ce plateau pour aborder ce dernier sujet de débat d'actualité aujourd'hui. Alors, M. Sigiré, il y a comme un genre de malaise au sein de l'armée. Il y a des officiers qui ont été cités dans cette tentative de coup d'État, mais pour le capitaine, hier dans le grand entretien, il n'en est rien. Alors, quel commentaire vous en faites? Est-ce qu'il y a des fumées et on ne peut pas avoir de fumée sans feu? Oui, merci beaucoup, M. Dabira. Nous avons vécu une chose difficile, très agitée, je l'avoue. Ce jour-là, je ne sais pas combien de messages j'ai reçus. C'était vraiment très, très difficile. Mais tout ce que je peux dire, que moi, personnellement, j'ai gardé ma sérénité, ma tranquillité, parce que je savais qu'il n'y aurait pas de coup d'État. Les gens disent que nous soutenons le capitaine Ibrahim Traoré. Je dis non, ce n'est pas nous qui soutenons le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le sens de l'histoire qui soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Et quand vous comprenez le sens de l'histoire, vous ne souffrez pas dans la vie, vous ne pouvez que soutenir ce monsieur-là qui rentre dans le sens de l'histoire. Donc, c'est pour dire que le coup d'État, moi, on avait certainement quelques informations que des gens voulaient tenter des coups d'État. Mais je suis parfaitement d'accord avec ce que le capitaine a dit. En fait, il n'y a pas de malaise au sein de l'armée. Non, non, non. C'est comme si vous dites au niveau des civils qu'il y a un malaise. Il n'y a pas de malaise. Je trouve que l'armée burkinabé, les militaires comme les civils, c'est pratiquement la même configuration. Il y a des gens qui sont des progressistes, il y a des gens qui sont des conservateurs au niveau des civils. Au niveau des civils aujourd'hui, je vois des gens qui font tout des pieds et des mains pour que la transition échoue. Parce qu'ils ont intérêt à ce que la transition échoue. Ils sont des impérialistes, ils ont des intérêts avec la France. Beaucoup ont étudié là-bas. Je dis qu'ils ne veulent pas de rupture, ils ne veulent pas qu'on progresse. Ils veulent qu'on garde l'ordre ancien, parce que l'ordre ancien, ça a les avantages. La démocratie, ça rend riche, vachement riche, à une minorité. Au niveau de l'armée, c'est pratiquement les mêmes personnes qui sont au niveau de l'armée. Nous avons fréquenté les mêmes écoles, les mêmes universités. Il y a des militaires aujourd'hui qui ne veulent pas qu'on progresse. Il y a des militaires aujourd'hui qui ont des rapports avec l'impérialisme. Il y a des militaires aujourd'hui qui ont des accointances avec des hommes politiques, avec des milieux impérialistes et qui ne veulent pas qu'on progresse. Ils sont dans l'armée, tout comme les civils aussi, tout comme les civils aussi sont parmi les civils. Ce n'est pas une fraction de l'armée qui s'est révoltée ou bien ce n'est pas un groupement, non. Ce sont des individus, ce sont des officiers qui ne sont pas contents de la marche normale de l'histoire et qui rentrent en contact avec l'impérialisme, parce qu'aujourd'hui aussi l'impérialisme a de l'argent, la France et tous ceux qui sont derrière la France, ils ont vachement de l'argent, ce sont des millions et des millions qu'ils donnent à ces gens-là pour qu'ils déstabilisent le pouvoir. Donc nous sommes au courant, nous avons des informations et je vous avoue que aussi vous avez suivi le capitaine hier, il a dit que on va être désormais plus sévère. Et là, je suis parfaitement d'accord avec ça, parce que ceux qui tentent aujourd'hui d'interrompre la marche de la transition, ils le font pour les intérêts égoïstes. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas la masse. Aujourd'hui, la majorité des Burkinabés savent que nous sommes sur la bonne voie
même s'il y a des difficultés. Mais il y a des individus, au niveau des civils comme au niveau des militaires, qui ne veulent pas que ça marche. Ce sont des officiers plus ou moins isolés. Comme ils sont dans l'armée, ils peuvent coopter peut-être d'autres sous-officiers ou des soldats de rang pour tenter de mener des initiatives, comment je vais dire ça, un coup d'État. Mais aucunement ça ne peut pas marcher. Moi, je dis qu'un officier qui tente de faire un coup d'État dans ce contexte-là, franchement, vous m'excusez, c'est vraiment manquer de sens, c'est manquer, je dirais, d'intelligence. Parce que ça va marcher comment? Le contexte ne s'y prête pas. Je ne vois même pas comment. Quand ce jour-là, moi, je venais de finir une émission, quand les gens ont commencé à m'appeler, mais moi, je suis rentré, moi, j'ai pris ma voiture, j'ai même circulé, j'ai traversé pratiquement toute la ville tranquillement, parce que je me suis dit que, comment vous allez faire un coup d'État aujourd'hui au Burkina Faso, prendre le pouvoir et gérer avec qui? C'est pratiquement impossible. Mais comme on dit, devant les intérêts, les gens deviennent aveugles. Quand surtout les impérialistes se rendent en compte et qu'ils vous donnent des millions, voire des milliards, qui vous permettent de tout faire, de boire, de construire, les gens pensent qu'avec l'argent, on peut tout faire. Donc, ils se moquent des sens de l'histoire comme de l'an 40. Mais c'est très malheureux. Il faudrait que vraiment tous ces officiers, tous ces civils qui tentent de faire ce coup d'État la comprennent. Ils peuvent s'opposer. Nous, on leur donne le droit de s'opposer à notre marche triomphale. Mais croire qu'ils peuvent arrêter cette marche triomphale-là, moi, je pense qu'ils sont dans l'illusion. Il serait mieux qu'ils arrêtent, sinon ils vont les regretter. Dans l'illusion, est-ce le même avis que vous en faites, M. Labidi? Ce qu'il faut dire, c'est que la dynamique de rupture souverainiste, la dynamique de refondation de notre pays, enclenchée depuis le 30 septembre 2022, allait susciter inéluctablement des représailles, des complots, et donc, naturellement, des coups d'État. D'ailleurs, ce régime aussi est venu par coup d'État. Sauf que ce n'est pas tous les coups d'État qui sont adulés par le peuple. 2015, septembre 2015 en est une preuve. Donc, la dynamique que nous avons opérée est de transformer ce pays-là et de restaurer le pays, va faire des gorges chaudes, voire même pire que des gorges chaudes, dans le cas d'une oligarchie qui est toujours en place. Qui fait le coup d'État? Mais ce sont des gens qui ont des armes, qui sont formés aux armes, donc des militaires. Mais c'est aussi des puissants financiers qui donnent ce qu'il faut pour organiser et qui donnent ce qu'il faut, en tout cas, pour contenter ceux qui seront sur le terrain pour le faire. Donc, quand la transition avance, sans déstructurer profondément le système qui a été mis en cause, mais ce système-là va tenter à tout moment de se réorganiser pour récupérer le pouvoir, tout simplement pour rétablir ses privilèges. Donc, ici, pour que ces velléités, pour que cette tentative de déstabilisation finisse, il faut que dans le discours que le chef de l'État a eu hier, il faut que ce discours s'implémente, c'est-à-dire la fermeté. Il faut être ferme afin de poser un organe sérieux où nous allons avancer vers l'édification définitive d'un Burkina radieux. Alors, M. Nimou, est-ce que vous avez été surpris par ce qui s'est passé le 26? C'est une tentative, c'était d'ailleurs pas une première, hein. C'est quand même récurrent maintenant. Naturellement que lorsqu'on regarde le paradoxe du régime du capitaine Traoré, c'est normal qu'on ne soit pas surpris. Parce que c'est l'un des régimes les plus aimés par le peuple, si je dois dire ainsi. Parce que la cote de popularité de ce régime frôle les 99%, si on peut le dire. Mais en même temps, là où se situe le paradoxe, c'est que c'est l'un des régimes qui a connu le plus de velléités de déstabilisation. C'est là où j'ai dit que c'est sans surprise ce qui s'est passé. Et c'est d'autant plus inquiétant que pour un régime de cette popularité, qui pratiquement tous les mois ou tous les 2 mois subit des tentatives, c'est quand même inquiétant. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a quelque chose à faire. Il y a certainement un repli national qu'il faut faire pour régler certaines choses. Voilà comment moi j'analyse ça. Et c'est pour ça que j'insiste dans ma vision de la diplomatie. Lorsque tu sais que dans ta maison, il y a des problèmes,
il faille avoir, en tout cas, je dirais, le regard de régler le problème qui est dans la maison, avant peut-être de créer d'autres problèmes hors de la maison. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que la diplomatie devrait être modérée, mais rester ferme, tout en se repliant sur le peuple et régler, en tout cas, le problème ou le différend qui subsiste, je dirais, au sein du peuple. Par rapport au peuple, bon, peut-être qu'on va en venir. Je pense que dans les grands entretiens, j'ai senti que le président a été gêné d'assumer qu'il y a des organisations de la société civile qui manifestent pour le soutenir. Peut-être que c'est ma perception, mais c'est ce que j'ai perçu quand on lui a posé la question pourquoi les organisations de la société civile manifestent et les autres ne manifestent pas. Il a dit non, ce n'est pas des organisations de la société civile, mais c'est le peuple. Je pense, à mon humble avis, que vu ce qui s'est passé les 26 et 27, le président peut assumer librement qu'il y a des organisations de la société civile qui sont aussi le peuple, qui défendent le régime. Mais mieux que ça, ce que je voudrais dire, pour moi, on devrait même créer complètement un ministère de la propagande, de la mobilisation et de la veille citoyenne. C'est clair. Oui, si nous avons pu assumer les VDP, c'est vrai que ce n'est pas le régime qui a créé les VDP, mais on les a assumés quand tout le monde nous disait que c'est des milices. Aujourd'hui aussi, le régime peut assumer un ministère de la propagande, de la mobilisation et de la veille citoyenne. Ce n'est pas un problème. Monsieur Tchombiano, par rapport à ce sujet. Moi, je voudrais dire simplement au peuple burkinabé de rester vigilant. Parce que ce n'est pas hier que nous vivons ça. Nous sommes dans la déstabilisation depuis que le président Ibrahim Traoré est au pouvoir. Nous sommes dans cette déstabilisation et nous allons être dans la déstabilisation jusqu'à la fin de son régime. Le coup d'État est un des éléments de la déstabilisation. C'est un grand ensemble. Parce qu'il faut être sûr de quelque chose. On ne peut pas se lever, dire qu'on veut la souveraineté, qu'on dénonce des accords avec le partenaire historique, qu'on veut ci, on veut ça, et s'attendre à dormir tranquille dans son lit. C'est pas possible parce qu'il y aura réaction de l'autre côté. Et ça a été déjà dit. Tout récemment sur la chaîne LCI, il y a un Français qui a dit que maintenant qu'ils sont plus au Niger, qu'ils ont toute la latitude de déstabiliser. Alors donc il faut qu'on ne soit pas surpris de ce qui nous arrive. Il y a 2 mois, il y a eu une tentative, que ce mois-ci, il y a une tentative, ça va continuer. Il ne faut pas qu'on soit surpris parce que nous avons des ennemis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les gens veulent chercher à mettre en mal cette gouvernance-là. Et tous les moyens sont bons pour eux de faire en sorte que cette gouvernance ne puisse pas continuer, ne puisse pas engranger des résultats que le peuple attend. Donc cette déstabilisation-là, le coup d'État en fait partie. Alors, il ne faut pas qu'on essaie d'être alarmiste pour autant, mais il faut dire à nos autorités d'être vigilants, au peuple d'être vigilants, et que toutefois qu'il y a des gens qui s'impliquent en ça, surtout à l'intérieur du Burkina Faso, qu'on dénonce, qu'on identifie ces gens-là, qu'on les dénonce au public, au peuple burkinabé, qu'on sache qui est qui fait quoi contre le peuple. Ça va amener certainement certaines personnes qui ont aussi ces intentions-là, d'étouffer les intentions en eux. Sinon, la déstabilisation, nous allons toujours la vivre. Donc on soit préparé à ça. Et ce qui sera donc déplorable au regard donc du contexte. On a moins de 5 minutes pour terminer. Chacun aura 1 minute pour réagir par rapport à la question de la révision de la Constitution. 1 minute par... On va commencer par vous, monsieur. Oui, merci beaucoup. La révision de la Constitution, je pense que c'est un acte fondamental parce qu'il faut reconnaître que la Constitution actuelle que nous avons, la Constitution de la 4e République, c'est une Constitution, c'est du copier-coller, c'est calqué sur le modèle français. Nous ne sommes pas des Français. Quand vous lisez, il y a des articles qui se contredisent quand vous comprenez bien le français. Il y a des parties, quand on prend la haute cour de justice, c'est pratiquement, ça relève plus ou moins, vraiment, c'est pas comme vous avez dit, ça plus ou moins de la mauvaise foi, parce que ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut vraiment revoir cette constitution-là pour qu'elle réponde à nos critères, pour qu'elle ressemble à nos réalités socio-culturelles, pour que nous puissions avancer. Donc moi je suis parfaitement d'accord pour la révision de la Constitution. Voilà, il faut réviser la Constitution, mais avant même de faire des élections, il faut fondamentalement réviser la Constitution pour qu'on ait une Constitution burkinabé qui ressemble au burkinabé avant de passer aux élections. Nabal Abidi. Oui, la révision de la Constitution, je dirais, moi je ne parle même pas de révision. Révision veut dire de regarder certains articles pour les adapter. Il faut reposer le débat. Il faut que le peuple burkinabé soit convoqué pour écrire ensemble sa nouvelle loi fondamentale. Une loi fondamentale adaptée, une loi fondamentale qui
qui est épris en fait de nos valeurs, hein, de dignité et d'intégrité, donc qui ne laisse pas la place après, dans les différents organes qui en découleront, la place à un voleur à col blanc qui peut voler l'argent du peuple et puis vivre allègrement au détriment de l'orphelin ou de la veuve. Une constitution qui trace déjà qu'au Burkina Faso ici, le mariage par exemple, c'est entre l'homme et la femme. Donc une constitution qui travaille justement à former justement dans les différentes institutions qui vont en découler, à former un véritable homme burkinabé intègre, un véritable homme politique burkinabé, et aussi qui permettent de ne pas avoir plusieurs partis politiques qui sont souvent même de la même obédience idéologique, ou bien des fusions morganatiques idéologiques. On vous a très bien compris. Alors, monsieur Nyoumou, merci. Pour moi, quand j'écoute parfois certaines personnes parler de la révision de la Constitution, je me demande s'ils ne font pas des confusions avec les lois ordinaires. Une Constitution, ce n'est pas une loi ordinaire. Il y a des problèmes que la loi ordinaire peut régler. Donc, il faut qu'on aille au fond pour fouiller. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens parlent de révision de constitution. Tout ce que les gens disent, on n'a qu'à inventer notre constitution, et point, c'est tout. Réinventons notre constitution. Ce n'est pas la peine de réviser une constitution qu'on trouve du copier-coller. Ça ne nous servira à rien. Mais ce qui me préoccupe, c'est comment nous allons adopter la nouvelle constitution. Est-ce que c'est par voie référendaire ou c'est par voie législative? Si c'est par voie référendaire, pendant que les gens disent qu'il n'est pas possible de faire des élections, ça va poser beaucoup d'interrogations. Si c'est par voie législative, ça va susciter d'autres types d'interrogations. D'autres interrogations. Alors, M. Chombiano, très rapidement. La Constitution, ce que nous avons là, il faut qu'on remette tout à plat. Il faut qu'on essaie de travailler à une Constitution propre à notre identité culturelle, à notre culture. Je vous prends un exemple. Les chefs de village, les rois au Burkina Faso, mais ce sont des autorités qui sont très importants dans notre culture, qui sont très importants dans nos hameaux, dans nos villages, dans nos villes. Mais quand vous voyez par exemple ces rois-là, comparativement à un député, mais il n'y a pas comparaison. Parce qu'aujourd'hui, la Constitution fait en sorte que le député est comme l'émanation même de la... Non, le summum d'abord, ce sont ces autorités coutumières-là. Parce que vous voyez même le coup d'État. Lorsqu'ils ont failli se rentrer dedans, les militaires, ce sont les autorités coutumières religieuses qui ont intervenu. Mais ce sont des gens très importants. Nous avons une constitution qui n'est pas adaptée à notre vie. Il faut qu'on essaie de retravailler cette constitution-là. Qu'on essaie vraiment de voir tous les pans de notre culture. Tout ce qui est nécessaire au Burkinabé dans sa vie quotidienne. C'est ça qui peut nous amener à aller à une existence qui est propre à nous-mêmes. Sinon, cette constitution que nous vivons actuellement, c'est du copier-coller. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut donc revoir des choses là-dedans. Merci, M. Chombiano, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que c'était à l'instant Amadou Ahmed Chombiano, le président du collectif des Amis du Faso. Merci à vous également, M. Bourema Dissa Nyoumou. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du PPS. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Labidi Naba. M. Labidi est le président de Observateurs sans frontières. Merci d'être passé. Merci, M. Davira. Et enfin, M. Adama Sigire, écrivain professionnel. Merci également pour vos clés de lecture par rapport à ce sujet. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre constante fidélité à cette émission. Et rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres sujets de débat d'actualité.